Bonjour Sabine Luciani. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie. Vous êtes en duplex depuis Aix-en-Provence. Merci d'être avec nous de loin. Vous êtes professeur de langue et littérature latine à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes membre du Centre Textes et Documents de la Méditerranée antique et médiévale. Vous avez écrit sur Cicéron, Temps et éternité dans l'œuvre philosophique de Cicéron et plus précisément aussi sur la consolation, 2 articles, Consolation et vérité chez Cicéron et aussi Lucrèce, un autre auteur, et la tradition de la consolation. Alors, est-ce que vous avez remarqué, Sabine Luciani, dans les extraits qu'on a entendus, qu'il est autant question de consolation que de réconfort. Et d'ailleurs, je dirais qu'on a plutôt tendance à employer le terme de réconfort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a oublié la consolation? Oui, effectivement, les extraits que vous avez choisis. Alors, je les ai pas tous identifiés, bien entendu, mais ces extraits montrent bien que la consolation, nous la pratiquons très très fréquemment. Nous la pratiquons avec nos amis, avec nos proches, mais en même temps, le terme de consolation ne nous parle plus beaucoup aujourd'hui. Nous ne savons plus vraiment à quoi ça correspond, parce que effectivement, spontanément, quand nous voyons nos amis en difficulté, lorsqu'ils sont dans la peine, eh bien, nous avons envie de les aider à surmonter telle ou telle épreuve, à surmonter les difficultés de la vie. En fait, souvent, on ne sait pas bien comment s'y prendre, comment faire. On est très très gêné, très embarrassé. Que faut-il dire? Que faut-il surtout ne pas dire? Comment faut-il faire? Faut-il faire un geste? Faut-il regarder? Faut-il simplement toucher la personne qui est en face de nous? Tout ça, ce sont des questions que nous nous posons et qui montrent que finalement la consolation est nécessaire. On l'attend, nos amis l'attendent, ils l'attendent de nous, mais on ne sait pas toujours comment la donner. Et quand on la reçoit, on ne sait pas non plus, on n'a pas toujours envie d'ailleurs de la recevoir, et elle ne correspond que très rarement finalement à ce qu'on attendrait. Donc c'est vraiment quelque chose, un sujet très très actuel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus sur ce thème-là. De la consolation ou plutôt du soin, non? Peut-être parce que ce terme est quand même un petit peu perdu. Oui. On va pas dire. Alors on va peut-être dire je vais te consoler à un enfant, mais rarement à ses amis. Effectivement, c'est plutôt le terme de réconfort. On peut y revenir. C'est ça, effectivement, le terme consolation, même si il fait quand même, par exemple. C'est le titre d'un ouvrage récent de Christophe André qui s'appelle Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Mais Christophe André effectivement explique bien toute la distance qu'il y a, que nous avons aujourd'hui par rapport à ce terme qui ne signifie plus grand-chose pour nous aujourd'hui. Effectivement, on parle plus de réconfort, d'empathie, Oui, de bienveillance. Voilà, oui, et voire de care aussi, et tout cela nous montre bien que toute cette tradition finalement, cette tradition antique de la consolation paraît aujourd'hui très éloignée. Elle est pour ainsi dire perdue, même si notre besoin de réconfort est plus que jamais insatiable. Alors c'est toute la question, Sabine Luciani, c'est que on avait donc cette tradition, c'est ce dont on va parler aujourd'hui à propos de Cicéron, une tradition de la consolation. Est-ce que celle-ci a été véritablement perdue, une certaine forme de consolation qui serait fondée sur un argumentaire philosophique, sur un usage de la raison, ou est-ce qu'en fait cette consolation se serait transformée en autre chose, en fait, un autre nom, mais finalement avec une autre méthode, mais avec le même objectif, à savoir soulager le chagrin? Oui, c'est effectivement une question très très importante et qui demande vraiment réflexion. À la fois, il y a toujours une pratique, bien entendu, mais avec des méthodes, des approches qui sont très très différentes. Parce que dans l'Antiquité et notamment à l'époque
de Cicéron, finalement, la consolation, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire qui est situé, on pourrait dire, à l'interface entre rhétorique et philosophie. Et aujourd'hui, évidemment, ce genre littéraire en tant que tel n'existe plus. On n'associe plus aujourd'hui l'acte de consoler à un certain type de discours qui serait régi par des normes oratoires. Bien sûr, on continue à soutenir ses amis, etc., à les réconforter, à partager avec eux la peine. Mais il n'y a pas de normes. C'est ça. Le fond reste le même. Mais effectivement, on voit plutôt, on associe plutôt le réconfort à l'expression spontanée d'une empathie finalement, qui n'a pas à s'embarrasser de règles, de normes, et surtout qui n'a pas forcément à se fonder sur la logique d'une argumentation structurée. Et c'est ça qui fait vraiment, je crois, la différence avec l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on avait vraiment foi dans la raison, et Cicéron, de ce point de vue, est très représentatif. On pensait que la raison pouvait réconforter, pouvait consoler. Mais alors pas la raison pure et dure, je dirais, mais une raison qui serait adoucie, mise en forme par la rhétorique. Et d'ailleurs, les premiers à avoir pratiqué la consolation, semble-t-il, précisément, c'était des orateurs, c'était des rhéteurs, mais très vite, les philosophes se sont emparés de cette problématique qui est essentielle pour la vie humaine, finalement. Hein. Je vous propose, Sabine Luciani, qu'on entende tout de suite un exemple de lettre de consolation pour comprendre à quel point ce genre en fait était donc un genre avec des codes et aussi un exercice philosophique. On va entendre une lettre de Cicéron à son ami Titus. C'est une lettre de décembre 46. Il y a une consolation des plus banales, il est vrai, que nous devons toujours avoir sur les lèvres et dans le cœur. C'est de nous souvenir que nous sommes des hommes, nés sous la loi qui expose notre vie à tous les coups de la fortune, et que nous ne devons pas nous refuser à vivre dans la condition où nous sommes nés. C'est de supporter avec moins de peine les accidents qu'aucun calcul ne nous permettrait d'éviter et de songer, en nous remémorant les malheurs d'autrui, qu'il ne nous est rien arrivé d'extraordinaire. Ni ces consolations, ni toutes celles qu'ont employées les plus grands sages et perpétué les livres, ne doivent être à mes yeux aussi efficaces que l'état de notre cité par lui-même, et le bouleversement de cette époque de perdition où ceux qui n'ont pas mis d'enfants au monde sont des bienheureux, et ceux que leurs enfants ont quittés dans les circonstances présentes, moins malheureux que s'ils les avaient perdus au beau jour de la République, ou du moins quand subsistait encore quelque République. Si c'est ton regret personnel qui t'émeut, si c'est la pensée de ta propre situation qui t'afflige, il ne te sera pas facile, je crois, d'épuiser complètement ta douleur. Mais si la cause de ton tourment procède davantage de l'amour, si tu déplores les maux de ceux qui ont disparu, je ne te redirai pas ce que j'ai lu et entendu bien souvent, que la mort n'a rien d'un mal, puisque si le sentiment lui survit, elle doit être identifiée à l'immortalité plutôt qu'à la mort. S'il disparaît, on doit tenir pour inexistant un mal dont on n'a pas conscience. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc une lettre de Cicéron à Titus. Alors quand j'ai dit qu'elle avait été écrite, envoyée en décembre 46 et 46 avant notre ère, on y entend donc Cicéron consolateur, lui-même à la fois rhétoricien, on pourrait dire, et philosophe. C'est donc complètement approprié ce genre de la consolation, Sabine Luciani. Oui, effectivement. Et ce qui est particulier et intéressant chez Cicéron et dans la lettre que vous avez choisie, c'est que Cicéron est vraiment un penseur de la consolation, mais pas seulement. C'est-à-dire que lui-même, il a été
l'auteur de discours, de propos, de consolation adressés à ses amis, ici Titius ce n'est pas vraiment un ami de Cicéron. On ne sait pas vraiment qui est ce Titius. Il n'est pas vraiment identifié. Donc ça nous montre aussi que la consolation était finalement un devoir social qui s'adressait non seulement à des proches ou à des membres de la famille, mais aussi à des gens qui nous étaient moins proches et avec lesquels on pouvait avoir simplement des relations assez distendues. Donc c'est un exercice mondain presque, c'est ça qu'on pouvait avoir autant à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des collègues, des connaissances, et qui pouvaient s'adapter, qui pouvaient intervenir dans des événements qui n'étaient pas forcément que le deuil aussi, il faut le dire. C'est pas forcément que pour des événements très graves qu'on envoie des lettres de consolation. Effectivement, il y a 1000 raisons pour se consoler. Alors le deuil, c'est quand même la raison principale, et c'est vrai que la plupart des textes de consolation que l'on a concernent le deuil, mais ce n'était pas forcément le cas. On pouvait consoler aussi de l'exil, on pouvait consoler de la maladie, on pouvait consoler de la disgrâce politique. Il y avait des tas de raisons qui pouvaient appeler consolation. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elle fixe ce que je voulais dire, permettra de fixer aussi le lien entre Cicéron et la consolation. C'est que donc Cicéron est un grand consolateur, c'est-à-dire que lui-même il dispense des consolations, mais malheureusement, sa vie a été telle, il a connu de tels drames dans sa vie qu'il a été amené lui aussi à recevoir des consolations de la part de ses amis proches ou moins proches. Parce que il y avait une sorte d'échange en fait dans ce cadre de la sociabilité romaine où ça faisait partie de ce que l'on appelle les officia, les devoirs. Il était de notre devoir de consoler un proche ou une relation lorsqu'elle était dans la peine pour quelque raison que ce soit. Alors donc on peut tout de suite, excusez-moi Sabine Luciani, on peut tout de suite se demander si cette manière en fait de consoler garde encore quelque chose de l'ordre de la sincérité ou même de l'ordre du raisonnement philosophique, car quand on a écouté en fait cette lettre de Cicéron à Titius, c'est une lettre qui est intéressante, jolie, on sent que Cicéron se fait proche de Titius, mais c'est pas une lettre poignante, elle ne semble pas très sincère, elle semble presque un peu apprêtée et avec des arguments qui finalement semblent assez, tomber à côté de la plaque quand on est touché par la douleur. Oui, exactement. La question que vous posez est fondamentale, c'est-à-dire la part de sincérité. Comment peut-on associer finalement la sincérité, l'empathie qui serait attendue dans une telle situation et les normes épistolaires, le travail de la rhétorique, bien entendu. Alors ici dans ce cas-là, en fait, on ne sait pas exactement quel était le degré de proximité, je dirais, entre Cicéron et Titius. Ce que on peut identifier d'après le contexte, c'est que Titius avait, semble-t-il, perdu plusieurs enfants, peut-être lors d'une épidémie, et Cicéron donc lui écrit. Alors on ne sait pas exactement la date de cette lettre, c'est peut-être 46, mais peut-être un peu plus tard. En tous les cas, il est admis que c'est vraiment la première lettre. C'est pour ça que c'est un texte aussi intéressant, malgré son caractère formel. C'est, semble-t-il, la première lettre de consolation, en tout cas qui nous ait été transmise de la littérature latine. Donc voilà, c'est une vraie pièce historique, un document historique. Absolument. Mais vous avez raison de souligner tous les aspects formels, parce que on retrouve finalement des arguments qu'on appelle topiques, c'est-à-dire qu'il y a toute une batterie en fait d'arguments qui sont réutilisés, réemployés. Alors évidemment, on les adapte aux destinataires, aux circonstances, bien entendu. Mais enfin, il y a toute une batterie comme ça, une sorte de boîte à outils de
de la consolation que les théoriciens, dont Cicéron d'ailleurs lui-même était. Cicéron a aussi réfléchi, théorisé en fait la consolation, notamment dans les Tusculanes dont je voudrais vous parler tout à l'heure. Mais en fait, il y avait tout un réservoir effectivement d'arguments, de procédés aussi qu'on réutilisait, qu'on réemployait dans ces lettres un peu formelles, il faut bien le dire, de consolation. Et d'ailleurs, la méthode en fait était toujours un peu la même. Et d'ailleurs c'est une méthode quand même qui est qu'on peut juger relativement efficace quand même. C'est-à-dire que on commence par partager, par montrer, par témoigner son empathie vis-à-vis de la personne endeuillée ou en difficulté. On s'associe d'abord à sa peine, on va, si j'ose dire, de son côté, on se rapproche d'elle dans sa douleur, on la partage. Donc ça, c'est le premier moment, le moment empathique. Et puis après, eh bien, on passe à la, si vous voulez, à la consolation véritablement, au moment où là, on va essayer de la réconforter en lui donnant des arguments. Alors, ce sont souvent des arguments rationnels, toujours un peu les mêmes. Lesquels ? Mais que l'on va adapter aux circonstances. Alors, effectivement, quels sont ces arguments ? Il y en a un qui a été donné dans la lettre, qui a été lu, voilà. Eh bien, nous sommes des hommes, nous sommes mortels, et donc, puisque nous sommes mortels, alors là, bien sûr, ça vaut pour la question de la mort, que ce soit sa propre mort que l'on peut craindre, ou celle de ses proches que l'on est amené à vivre. Eh bien, nous sommes des hommes, nous sommes mortels, et donc nous sommes soumis à la maladie, à la mort, etc. Et donc toi qui subis un deuil, eh bien tu n'es pas le seul. Bien d'autres avant toi ont subi ce même déchirement. Et on réussit à le surmonter. Donc ça, oui. C'est une manière à la fois donc de rappeler la condition humaine, donc un argument effectivement contre lequel on ne peut rien, la finitude de l'homme, et puis il y a aussi l'argument relativiste. Alors tu n'es pas le seul, et il y a une comparaison en fait même qui va se produire. Exactement. En fait, pour illustrer. Alors là, on arrive plutôt du côté des procédés, en fait, de la rhétorique et des procédés pour convaincre, pour emporter l'adhésion de la personne à laquelle on s'adresse et essayer de l'attirer finalement du côté de la vie, du côté de la guérison, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de guérir celui qui est malade, parce que avoir du chagrin, c'est quelque chose qui peut être considéré comme normal, naturel, surtout lorsqu'on perd un être cher. Mais ce chagrin ne doit pas nous dévorer, ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre. Et donc, il faut aider celui qui est dans cette situation, eh bien, alors, il ne s'agit pas de tourner la page, il ne s'agit pas d'oublier, bien entendu, mais il s'agit de continuer à vivre quand même, de vivre avec cette douleur, de vivre avec cette blessure qui va rester. Il ne s'agit pas de l'éradiquer complètement, cette blessure va rester, mais il faut s'y habituer et essayer bien de s'exhorter finalement à retourner aussi vers les autres, parce que cet aspect-là est important, surtout dans l'Antiquité. On le retrouve aujourd'hui, mais d'une autre façon peut-être. Et dans l'Antiquité, c'est important en fait cette dimension sociale, c'est-à-dire que l'individu est inséré dans un réseau de relations sociales qui le font exister, qui le définissent, et le problème d'un deuil prolongé ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'une dépression prolongée, eh bien c'est qu'elle éloigne l'individu de la société, elle l'éloigne des autres, elle le coupe du monde.
Voilà. J'aimerais, Sabine Luciani, vous faire écouter une autre lettre de consolation qui ne date pas du tout de l'Antiquité, mais qui renouvelle ce genre. C'est une lettre qu'on entend dans le film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, qui lit alors une lettre, une vraie lettre d'ailleurs, envoyée par Abraham Lincoln pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai ici une lettre, adressée il y a longtemps à une Madame Bixby à Boston. Accordez-moi une minute. Chère Madame, je viens de voir dans les dossiers du ministre de la Défense un rapport de l'adjudant général du Massachusetts disant que vous êtes la mère de 5 fils et que ces 5 fils sont tous morts au champ d'honneur. J'imagine combien serait vain et inutile le moindre mot de ma part pour essayer de vous distraire du chagrin causé par une aussi terrible perte. Mais je ne peux toutefois m'empêcher de vous rappeler la consolation que vous pourrez trouver dans la gratitude de la République pour laquelle ils sont morts. Je prie pour que notre Père qui est au ciel apaise la douleur de votre affliction et vous laisse seulement le tendre souvenir de vos chers disparus et la fierté bien fondée et solennelle d'avoir offert un si précieux sacrifice sur l'autel de la liberté. Votre très sincère et très respectueux Abraham Lincoln. Alors, petite précision, effectivement, Abraham Lincoln n'a pas pu envoyer cette lettre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une lettre qui date de 1864, mais qui effectivement, en fait, est actualisée pendant ce film qui a lieu, donc, qui relate une histoire qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Et on a entendu dans cette lettre, Sabine Luciani, véritablement, en fait, l'idée de consolation. D'ailleurs, le terme est employé, mais aussi la dimension politique de la consolation, à la fois, en fait, remercier presque pour l'intégration, en fait, le sacrifice pour la patrie de la mort de certains soldats, Sabine Luciani. Oui, c'est très... Et effectivement, cette lettre que vous avez, qui a été lue là, montre deux choses. Effectivement, c'est la dimension qui peut être politique de la consolation, et aussi, quand même, je trouve, l'espèce de permanence finalement des arguments qui sont utilisés. Parce que Cicéron aurait pu, dans une lettre de consolation, utiliser un tel argument, bien sûr déplacé à son propre contexte, mais c'est un argument qui est tout à fait permanent. Hein. Alors, dans le texte que vous aviez lu précédemment et qui concernait Titus, précisément, cet argument est utilisé, mais de façon un petit peu différente. Parce que il est adapté au contexte qui est celui donc de 46 ou 45 avant notre ère, et c'est un contexte politique extrêmement troublé qui voit en fait la fin du régime républicain. Rome a traversé et continue à traverser une succession de guerres civiles qui affecte beaucoup, évidemment, Cicéron, qui est lui un ardent défenseur de cette res publica romaine, à laquelle il tient beaucoup et qu'il cherche à préserver, et dont il sent qu'elle est en train finalement de mourir, peut-être sous les armes des généraux qui se déchirent entre eux pour obtenir le pouvoir. Donc on est vraiment dans une période très troublée. Et dans la lettre à Titus, Cicéron mentionne précisément cette circonstance, puisqu'il dit finalement quelque chose qui est un petit peu paradoxal et difficile à entendre pour nous aujourd'hui. Finalement, ceux qui perdent leurs enfants, compte tenu du contexte, compte tenu de la situation de l'État, ceux qui perdent leurs enfants sont actuellement moins malheureux que ceux qui les perdaient lorsque la République était florissante. Argument qu'on ne se permettrait plus jamais d'employer de cette manière-là, quel que soit d'ailleurs le contexte politique dans lequel le drame a lieu. Effectivement, hein, c'est assez, c'est vraiment étonnant, hein, cet argument qui est à la fois une mise en, si vous voulez, une réutilisation d'un topos, hein, d'un lieu commun, c'est-à-dire
Ça renvoie à l'idée qui est un autre donc argument consolatoire. Finalement, la mort met fin au mot de la vie. Parce que la vie est une série de malheurs qu'il nous faut vivre, et une fois qu'on est mort, eh bien on est bien tranquille. On n'a plus à subir tous ces maux. Et donc cet argument, il est fréquemment utilisé aussi pour consoler les affligés. Et ici, il est en quelque sorte adapté en fait au contexte. Compte tenu de la situation, finalement, ceux qui sont morts sont bien heureux parce que ils ne vivront pas la déchéance de la République et la fin de la liberté à laquelle Cicéron tenait tant. Donc là, vraiment, il y a une contextualisation de cet argument, ce qui montre bien que ce ne sont pas seulement des arguments comme ça qui sont énoncés, mais ces arguments sont adaptés, bien entendu, au contexte, au destinataire, à la situation. Et en même temps, ces arguments qui sont adaptés, est-ce qu'on peut se questionner sur leur pertinence? Est-ce que c'est pas un petit peu la limite en fait des lettres de consolation et du genre de la consolation, bien qu'adossée à une théorie, c'est-à-dire en fait de se fonder uniquement et en grande partie sur des arguments rationnels, alors que dans ces moments-là, la raison n'est pas opérante, et même si cette raison n'est pas complètement imperméable à l'émotion, la raison consolatoire ne parvient jamais finalement à consoler parce que elle mise sur des procédés qui échappent en fait au chagrin. Bien entendu, Cicéron savait déjà que la consolation, la plupart du temps, n'atteint pas son but, du moins au moment où elle est écrite, au moment. Donc c'est le paradoxe. Où elle est dite. Bien sûr, c'est paradoxal. La raison, même si elle devrait suffire à consoler, puisque nous sommes des êtres rationnels, effectivement, la raison en fait ne suffit pas. Dans ces moments-là, ce n'est pas une affaire de raison. Mais il me semble en fait que au-delà de tout cela, c'est le geste, alors le geste d'écrire, le geste de s'adresser à l'autre, le geste de faire attention à lui, d'être là, qui peut-être est plus important que le contenu même des propos qu'on lui adresse, dans la mesure où ces propos, ils sont un peu quand même stéréotypés. Alors bien sûr, c'est une comment dirais-je, une constatation qui remet en question le pouvoir de la philosophie. Oui, le pouvoir de la consolation en général, mais effectivement le pouvoir de la philosophie qui justement se vivait comme ayant une dimension thérapeutique et donc de soulagement de la peine. C'est ça, précisément, et ça c'est quelque chose qui est vraiment qui s'est développé au moment de ce qu'on appelle la période hellénistique, avec les philosophes stoïciens, les philosophes épicuriens. L'objectif finalement, le but ultime de la philosophie, c'est un but thérapeutique. Il s'agit, cela est fondé sur une analogie entre le corps et l'âme, entre la médecine du corps et la philosophie comme médecine de l'âme. La philosophie est là pour nous soigner, vraiment. Cette métaphore est très très présente dans la philosophie antique. Il s'agit de soigner. On fait de la philosophie finalement, on pratique la philosophie, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier la philosophie d'un point de vue théorique. Il s'agit vraiment de la mettre en pratique. Ça, cet aspect-là a été vraiment bien souligné par tous les livres de Pierre Hadot, qui a insisté sur la dimension pratique de la philosophie, qui est une manière de vivre. Et donc Cicéron, lui aussi, considère que la philosophie est un guide pour notre vie. La philosophie est là pour nous soigner et finalement pour nous aider à revenir à la raison lorsque nous nous en éloignons ou lorsque nous sommes trop dominés par
des émotions qui sont douloureuses. Mais au départ, dès l'ouverture des Tusculanes, donc il écrit juste après la mort de sa fille, qui a été vraiment pour lui le drame de la vie de Cicéron. Il écrit en ouverture des Tusculanes, l'âme est appelée à se prononcer sur son état, quand précisément c'est la faculté de juger qui est malade. Donc il reconnaît lui-même quand même les limites de la philosophie, mais aussi les limites de la consommation. Et justement, je vous propose, Sabine Luciani, d'entendre, lu par Bernard Gabet, une lettre qu'il adresse à Atticus alors qu'il est abattu par le chagrin et dans laquelle donc Cicéron fait part des limites de la consolation. Tu voudrais que je me remette de mon chagrin. Cela te ressemble tout à fait. Mais tu es témoin que je ne me suis pas abandonné. Il n'y a pas un seul texte de qui que ce soit sur l'allègement du chagrin que je n'ai lu chez toi. Mais ma douleur est plus forte que toute consolation. J'ai même fait ce que personne assurément n'avait tenté avant moi. J'ai entrepris de me consoler moi-même par un écrit. Je te l'enverrai une fois que les copistes l'auront transcrit. Je t'assure qu'il n'existe pas de consolation telle que celle-là. Je passe toutes mes journées à écrire, non que je fasse des progrès, mais pendant ce temps-là, je suis accaparé. Pas assez, il est vrai, tant la violence de la douleur m'accable, mais du moins son étreinte se relâche. Et je fais tous mes efforts pour restaurer, si je le puis, mon visage à défaut de mon âme. Ce faisant, je me dis tantôt que je suis en faute, tantôt que je serais en faute, si je ne le faisais pas. La solitude m'aide, mais me serait beaucoup plus profitable si néanmoins tu la partageais avec moi. Ce désir lui-même m'est motif d'affliction, car tu ne pourras plus être à mon égard comme tu étais avant. Ce que tu aimais alors en moi est détruit. C'est une lettre terrible que l'on vient d'entendre, Sabine Luciani, interprétée par Bernard Gabet. C'est donc une lettre de Cicéron à Atticus qui date de mars 45 avant notre ère, où il fait part effectivement de la douleur qui est plus forte que toute consolation, mais néanmoins, il envisage quand même, il n'abandonne pas complètement la consolation, il envisage, dit-il, de se consoler lui-même par un écrit. Est-ce que la consolation de soi-même, est-ce que c'est la même chose que la consolation comme usage social, Sabine Luciani ? Alors c'est une très très bonne question effectivement qui pose le problème de la relation à l'autre et aussi à soi-même. C'est une lettre très très émouvante effectivement qui a été lue parce que à ce moment-là donc en mars 45, Cicéron traverse une épreuve terrible. C'est une période terrible pour lui, une crise. On pourrait dire une crise existentielle dont témoigne aussi cette lettre. Le destinataire de la lettre, il faut quand même, c'est quelqu'un d'important, il faut le mentionner. En fait, c'est l'ami de toujours de Cicéron. C'est en quelque sorte son alter ego avec lequel il entretient depuis de très longues années une correspondance, alors une conversation à distance, mais une correspondance suivie lorsqu'ils sont séparés. Et c'est vraiment son interlocuteur privilégié parce que c'est vraiment avec Atticus qu'il se livre, il se laisse aller à écrire tout ce qu'il a envie d'écrire, peut-être de façon beaucoup plus spontanée qu'avec ses autres interlocuteurs avec lesquels il prend plus de précautions, sans doute. Et donc allez-y. Et donc là, à ce moment-là, donc Cicéron traverse une grave crise personnelle. Il a divorcé d'avec sa femme Terentia, mais surtout sa chère fille, sa fille Tullia, vient de mourir. En fait, elle avait donné naissance à un fils en janvier. Mi-février, elle est morte
suite à l'accouchement, suite à la naissance de son fils. Alors là, peut-être, il faut faire un petit point quand même pour dire que l'accouchement représentait un risque mortel pour les femmes dans l'Antiquité, quelle que soit d'ailleurs leur classe sociale. On pense que 5 à 10% des femmes qui accouchaient mouraient soit en couche, soit dans les suites de l'accouchement. Donc dans les semaines qui pouvaient suivre, comme c'est le cas de Tullia. Exactement, exactement. Là, on ne sait pas exactement de quoi elle est morte, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que d'ailleurs Cicéron ne savait pas exactement non plus de quoi elle était morte. On ne sait même pas si l'enfant auquel elle avait donné naissance a survécu. De toute façon, la mort des enfants, pareil à la naissance ou dans les premières années de la vie, était un phénomène très très fréquent, au point finalement qu'on craignait moins la mort d'un nourrisson, d'un jeune enfant, que celle d'un jeune adulte, parce qu'on n'avait pas eu le temps de s'attacher à lui, c'était moins douloureux et puis c'était tellement fréquent que il fallait faire avec. Il y a peut-être aussi cet aspect qui nous permet de mieux comprendre aussi tout le développement de ces lettres et de ce genre de la consolation. Parce que aujourd'hui, la mort, on la rencontre, bien sûr, forcément, mais on ne vit pas, on vit moins avec la mort. Elle est beaucoup plus éloignée de nous, elle est beaucoup plus aseptisée. Dans l'Antiquité, on côtoyait la mort tout le temps et il fallait faire avec, il fallait la surmonter et il fallait vraiment s'endurcir pour continuer à vivre malgré tout ça. D'où donc ce genre de la consolation, mais qui peut effectivement parfois échouer, là, comme le dit Cicéron en disant quand même cette très belle phrase « Ma douleur est plus forte que toute consolation », alors que lui-même, en tant que philosophe et orateur, a tellement pratiqué ce genre-là. Et je crois qu'on touche là à quelque chose de profondément humain qui fait que on peut se sentir proche de Cicéron. Parce que effectivement, dans la lettre à Titus, lorsque on l'écoute, on se dit que voilà, c'est un devoir social. Il n'y a pas beaucoup de sincérité là-dedans, et ça doit être en partie vrai. Mais quand on entend ce témoignage poignant, émouvant d'un homme qui a beaucoup lui-même consolé, qui a réfléchi sur cette question-là, qui est un philosophe, qui est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a lu presque tous les livres et qui malgré tout ne peut et peut-être ne veut dépasser cette douleur qui l'accable, qui le détruit. Et d'ailleurs, il dit à la fin de la lettre ou à la fin du passage que vous avez lu, il dit à Atticus que de toute façon, même s'il était avec lui, ce qu'il souhaiterait vraiment, c'est l'avoir auprès de lui. Mais même s'il était là, finalement, ce ne serait plus comme avant parce que il n'est plus le même. Il a été totalement modifié, détruit par cette perte. Parce que Cicéron tenait vraiment beaucoup à sa fille, il était très proche d'elle, et c'est une perte dont il ne s'est jamais véritablement remis. Et alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, à la suite de ce deuil, ne sachant quoi faire, comment réagir, il commence par aller auprès d'Atticus et puis il s'en va pour se retrouver dans la solitude. Et là, eh bien, il lit et il écrit. C'est ça la consolation pour lui. C'est ça. Signe en effet que tout n'est pas perdu et qu'il croit encore. Il croit encore en la raison. Il a tout à fait conscience des faiblesses, de ses propres faiblesses. Il doute. C'est un homme du doute. Il a conscience de ses propres lacunes, de ses propres faiblesses. Mais il espère quand même, en se réfugiant dans la lecture et surtout dans l'écriture, eh bien, il espère se guérir lui-même. Après tout, il les connaît, les arguments. Oui, c'est ça, mais les appliquer à soi
est une autre paire de manches, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien se répéter un discours, on peut très bien envoyer les mêmes messages, les mêmes lettres. Ça ne veut pas dire que, comme par magie, il y aura un soulagement mécanique des passions. C'est vraiment en fait un usage, non pas de la raison ou de la consolation ou de... Finalement, c'est juste une sorte d'exercice rationnel de soi, que ce soit par rapport à la douleur qui nous anime ou sur un autre sujet qui va faire que on va réussir à atténuer cette souffrance. Ce n'est pas forcément le fait de lire une lettre de consolation ou de penser à la consolation qui résout le problème. Effectivement, c'est comme ici la lecture, l'exercice, enfin l'écriture, c'est pour ainsi dire un exercice spirituel qui d'une part permet de faire diversion, parce que quand on écrit, il faut se concentrer sur ce que l'on écrit, et donc ça fait dans une certaine mesure une diversion par rapport à la douleur qui nous étreint. Et d'autre part, le fait de mettre en ordre les idées, de les intérioriser en quelque sorte en les écrivant, ça permet aussi de mettre à douleur la distance. De mettre à distance la douleur. Excusez-moi. Mais justement, c'est un bon lapsus parce que on parle de la consolation, mais finalement, le véritable enjeu pour la philosophie, pour la raison, c'est moins en fait d'être dans une dimension thérapeutique, même si effectivement c'est un enjeu majeur parce que c'est une manière de considérer la philosophie qui est véritablement pratique, mais le véritable enjeu c'est aussi de savoir en quoi consiste la douleur, en quoi consiste la souffrance, est-ce qu'on peut y faire face? Et effectivement, il y a quelque chose que la philosophie n'arrive pas à prendre en compte, ou alors on peut l'appeler philosophie, mais on peut entendre aussi la volonté ou l'exercice de la raison, c'est effectivement une peine qui est immense au point en fait d'annihiler toute autre faculté, toute capacité en fait à remettre les pieds sur terre. Oui, et ce qui peut-être est particulier et spécifique à Cicéron, c'est que malgré cette immense douleur, il ne renonce pas à réfléchir, il ne renonce pas à s'interroger et à essayer de comprendre la nature de cette douleur, en essayant aussi je pourrais dire, de la décortiquer pour essayer de voir ce qui précisément les différents éléments qui sont constitutifs de sa douleur. Et d'ailleurs, ce moment l'amène à faire une distinction qui me paraît très intéressante entre la douleur extérieure, les signes extérieurs de douleur, qu'il appelle maeror en latin, et d'un autre côté la douleur intérieure qu'il appelle dolor. Et en fait, c'est une chose de réprimer les manifestations extérieures du chagrin. C'est peut-être la chose qui est la plus facile à faire. Enfin, la plus facile, je ne dis pas que c'est facile, mais disons, c'est un objectif qui est atteignable. En revanche, se libérer du dolor, de la douleur intérieure qui nous étreint, même si on sauve les apparences, ça c'est une autre histoire. Donc l'enjeu est véritablement, Sabine Luciani, la suppression en fait de la douleur, qui est peut-être un véritable fantasme. Mais pour aborder cette question, je propose d'écouter ce texte de Philippe Forest, Tous les enfants sauf un. C'est un texte qui date de 2007 et que l'on va entendre interpréter par Bernard Gabet. L'individu en deuil tombe du général, selon le mot de Kierkegaard. Je veux dire que tout ce qui s'applique aux autres cesse de valoir pour lui. Sa situation le constitue en exception à la règle. Il est clair alors qu'une réprobation unanime lui est aussitôt acquise, et que la demande sociale exige qu'il rentre dans le rang. Tout le commerce du deuil s'en déduit, qui, déniant la vérité du désespoir, la livre à une exploitation méthodique. Vue depuis son envers, la société de consommation dans laquelle nous vivons est aussi une société de consolation. La même industrie fonctionne pour rendre le plaisir obligatoire et pour déclarer la douleur interdite. C'est cette exigence de consolation qui règle le rapport ambivalent du monde aux malades, aux morts et à ceux qui leur survivent.
la communauté des vivants se détourne de l'individu affligé parce qu'il l'effraie. Mais en même temps, elle n'a de cesse de retourner à lui. Un phénomène très évident d'aimantation attire chacun vers la personne en deuil. Je l'appellerai la sentimentalité. Elle constitue une escroquerie caractérisée puisqu'elle consiste dans le désir de profiter d'une émotion sans accepter d'en payer personnellement le prix. Une plus-value tout à fait conséquente se trouve ainsi dégagée. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'est un très beau texte qu'on vient d'entendre, Sabine Luciani, de Philippe Forest, tous les enfants sauf un, dans lequel on entend cette exigence, il le dit, de consolation. Et effectivement, si la consolation n'a pas complètement disparu, mais a pris un autre nom, il reste cette exigence, surtout de ne pas être triste, surtout de ne pas être malade, en fait de ne pas tomber du général. Et effectivement, c'est ce que Cicéron a pu lui-même expérimenter, et c'est ce qu'on peut aussi se dire à lire en fait toute cette théorie de la consolation qui veut à tout prix en fait supprimer la douleur en nous. Oui, il y a vraiment une tension en fait entre cette volonté de consoler ou de se consoler, et puis ce caractère irréductible finalement de la douleur, de la perte, qui fait que eh bien, on ne peut pas, dans une certaine mesure, la dépasser. On ne peut pas éradiquer. Alors ça, c'était le vœu des stoïciens, le souhait des stoïciens, qui pensaient qu'on pouvait totalement éradiquer le chagrin et toutes les passions d'ailleurs, et que ça, c'était la voie vers la sagesse. C'était le souhait aussi des épicuriens, dit Cicéron dans les Tusculanes, où il dit les épicuriens, c'est même pire que les stoïciens parce qu'ils voulaient faire comme s'il n'y avait pas de douleur. Ils voulaient cacher la douleur avec des plaisirs. Oui. Alors, en même temps, les épicuriens ont une attitude tout de même un petit peu différente par rapport au malheur humain et aux passions, différente de celle des stoïciens. Mais c'est vrai que le vœu l'objectif d'impassibilité, c'est vraiment quelque chose qui est attaché aux stoïciens. Et Cicéron lui-même s'inspire. Cicéron n'est pas du tout stoïcien, il critique beaucoup les stoïciens, mais en même temps, c'est une espèce de modèle. Les stoïciens sont pour lui un modèle pour penser les passions, les émotions, et pour penser la voie finalement vers la sérénité, vers la sagesse et vers l'éradication des passions. Mais ça reste un idéal, ça reste un objectif très difficile à atteindre. Et d'ailleurs, dans ce qu'a fait Cicéron et qui est quand même singulier en 45, lorsque donc sa fille est morte, et bien c'est qu'il a entrepris un ouvrage, il a écrit, comme il le dit dans Atticus en fait, entre le 6 mars et le 22 mars, on peut déterminer précisément les termes de les deux bornes de ce moment d'écriture. Il a rédigé à chaud une autoconsolation, une consolatio atse, ce qui est quand même très original, pour essayer de se guérir lui-même, parce que peut-être on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que ce que l'on entend, on l'a tous remarqué, lorsqu'on est dans la peine, il est rare finalement d'entendre les propos que l'on aimerait entendre, et peut-être Cicéron se dit que c'est il vaudrait mieux soi-même se guérir. Et alors malheureusement, c'est vraiment très dommage, on a perdu cet ouvrage. On n'en a que des fragments
qui nous ont été transmis par d'autres auteurs, mais aussi par Cicéron lui-même, qui se cite lui-même justement dans les Tusculanes qu'il a composé un petit peu après. Dans cet ouvrage justement, on sait un peu, on peut reconstituer après à peu près ce qu'il comportait, les principaux éléments, et tout de même peut-être l'élément le plus déterminant, ce qui lui permet de survivre, de ne pas rester dans l'abattement, c'est la croyance dans l'immortalité de l'âme. Alors c'est un espoir. On revient à Platon, au cher Platon, que Cicéron aimait beaucoup. Eh bien, il se console en songeant que probablement, peut-être, sa fille, l'âme de sa fille, va atteindre l'immortalité et va donc continuer une survie éternelle et sereine. Est-ce que pour vous, Sabine Luciani, avoir lu du Cicéron vous a consolé ? C'est une très très bonne question. Et vous avez 45 secondes pour y répondre. Eh bien, honnêtement, la lecture de Cicéron, ne m'a pas consolée. Mais parce que vous misiez tout sur cet ouvrage perdu, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Peut-être que si je lisais La Consolation de Cicéron, je me consolerais. Je dirais plus que ça m'a beaucoup ému en fait de lire Cicéron, plus ému que consolé. Et parfois on a besoin d'être ému pour être consolé, je pense, de voir effectivement que la douleur ne se vit pas seule. Je vous remercie, Sabine Luciani, de nous avoir expliqué ce qu'était la consolation chez Cicéron, consolateur inconsolable. Je rappelle que de vous on peut lire Temps et éternité dans l'œuvre philosophique de Cicéron. C'est édité aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Bientôt, si je ne me trompe pas, on pourra lire votre traduction des Tusculanes de Cicéron aux éditions des Belles Lettres. Et donc, bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez déjà d'ores et d'ici là lire les Tusculanes de Cicéron, qui est déjà édité aux Belles Lettres, mais aussi la correspondance de Cicéron, où on trouve beaucoup de lettres de consolation. Une édition de Jean-Noël Robert aux éditions Belles Lettres. Merci encore, Sabine Luciani. Merci à vous de m'avoir invitée. C'était un plaisir de dialoguer avec vous. Merci beaucoup.